rôle des dirigeants, des responsables publics devrait être d'inviter chacun à penser contre lui-même. Est-ce que c'est l'une des missions, Mounir Majoubi, que vous vous assignez à la tête du secrétariat d'État dont vous êtes maintenant responsable auprès du ministre de l'économie et du ministre de l'action publique, avec bien sûr, je le redirai jamais assez, la responsabilité du numérique? Je ne sais pas si c'est le ministre qui parle, le ministre du numérique particulièrement, mais c'est le citoyen aussi. C'est le citoyen, membre de ce gouvernement. Je crois que votre analyse et votre réflexion sur le parti unanime, elle est particulièrement intéressante, et je crois que la réponse au parti unanime, c'est la fraternité. Et là, l'État a tout à faire, et je pense qu'on n'a pas encore fait. C'est-à-dire que si on regarde la devise et le rôle d'une devise d'un pays, liberté, égalité, fraternité, ça part à la fois des citoyens, ça part à la fois du cœur, mais ça part aussi de l'État. Donc il y a ce qui part du cœur vers l'État et ce qui va de l'État vers les cœurs ou de l'État vers les... Alors je vous interromps juste, et c'est la dernière fois, mais souvent on dit, bon, la fraternité, bien sûr, c'est très important, elle est dans le triptyque républicain, mais elle en reste souvent le parent pauvre. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que la liberté, vous êtes tous capables de décrire ce que ça fait dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment ou cette aspiration à la liberté? En droit, on a su le traduire. L'État garantit les libertés depuis longtemps, et il est même un élément constitutif de l'État. Sur l'égalité, ça aussi, on ressent ce besoin intérieur, cette volonté d'égalité, on sait la mesurer dans nos familles, on sait la mesurer dans le rapport à l'autre, et l'État, c'est mettre en place du droit, c'est faire respecter cette égalité, c'est créer des mécanismes économiques pour créer de l'égalité économique ou de l'équité économique, avec les taxations par exemple, mais qui ne satisfont jamais personne. Le sentiment d'égalité et d'équité est toujours complexe, et pourtant, on permet, grâce à l'État, de répartir. Mais quand on revient à la fraternité, là, c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que la fraternité, non seulement c'est dur d'expliquer ce que c'est dans nos cœurs, mais l'État est dans une situation très complexe pour expliquer ce que lui peut apporter à la fraternité. Et c'est là où je pense que c'est une réponse au parti unanime, et qui est une réinvention même, ou un questionnement ouvert aujourd'hui sur qui est le responsable, le garant de cette fraternité. Est-ce que, et pour en faire un lien, alors la laïcité n'est pas dans la devise, mais c'est ça qui est intéressant de le mettre dans l'intitulé, elle est là. Elle n'est pas dans la devise, mais pourtant elle est là, et elle est là très fort. Vous avez compris que Francis Khalifa demande une réforme de la Constitution. Hein. On va mettre un 4e terme. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. C'est avis elle est là, elle est au très président importante, Emmanuel Macron. Mais en fait, la laïcité, elle est avec la fraternité. Et la fraternité, c'est le combat des prochaines années, c'est le combat des prochaines décennies. La fraternité, ça ne peut pas être juste une idée agréable. La fraternité, c'est un combat. La fraternité, elle doit être une fraternité active, une fraternité positive, et qui doit partir à la fois des êtres et de chacun, mais l'État doit trouver sa place pour faire exister cette fraternité. Alors, le problème, c'est que ça ne s'impose pas par la loi. On ne va pas faire la grande loi de la fraternité qui imposerait à chacun d'être fraternel. Je ne sais pas comment on peut faire. Par contre, l'État pourrait se créer en condition, ou pourrait se mettre en condition de créer les conditions, pourrait créer les conditions pour que chacun trouve le temps dans sa vie citoyenne d'être plus fraternel. Mais comment on pourrait définir la fraternité? Sans aller très loin, je la définirais en opposé de tout ce que vous venez de dire, M. Enthoven. C'est toute l'exigence qu'on créerait auprès de chacun, de tous ceux qui seraient contre ce parti unanime, et qui donc de façon active participeraient à comprendre l'autre, à accueillir l'autre, à le recevoir, à le respecter profondément, mais surtout à en tirer une jouissance absolue. C'est-à-dire que la fraternité, elle est jouissive. C'est un bonheur et une joie, y compris sans Dieu, que d'aimer l'autre. Et avec la laïcité, on introduit l'idée que si certains veulent le faire avec Dieu, c'est très bien aussi. Mais ce sentiment de fraternité-là, c'est peut-être celui qui est le plus manquant dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous parliez de la haine et du fait que désigner la haine ne suffisait pas. Mais vous avez raison, ne désignons pas la haine, désignons ceux qui parlent, essayons de comprendre ce qu'ils font, mais désignons aussi tous ceux qui ne parlent pas. Et dans notre grand schéma national de comment se forment les idées, de comment se forme le débat, c'était beaucoup plus facile avant, entre les partis au singulier ou au pluriel, les syndicats et les médias. On avait une espèce de grande médiation et on savait comment un débat se passait. Avec les réseaux sociaux, moi j'ai une conviction, c'est que le parti unanime, il est extrêmement minoritaire, mais qu'il est très bruyant. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'on a donné une voix au parti unanime qui couvre toutes les autres voix. Que le parti unanime, qui est pourtant une minorité absolue, empêche toute la majorité de s'exprimer. Mais je n'en veux pas qu'aux paroles du parti unanime, j'en veux à toutes ces autres paroles qui ne s'expriment pas. Et je nous en veux de ne pas avoir créé les conditions pour que ces paroles qui ne s'expriment pas s'expriment.
Il y a des mouvements à travers le monde qui appellent à la prise de parole positive sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire, quand je tweet, aujourd'hui j'ai une grande communauté qui me suit, j'ai majoritairement les gens qui haïssent mes paroles, qui réagissent en premier. En premier, quand on dit en premier, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des détecteurs. Dès que je publie un truc, ils arrêtent ce qu'ils font dans la vie et ils renvoient pour être les premiers à apparaître au-dessus, pour dire « Et toi, gros con ?» C'est-à-dire que hier... Faites l'épreuve de la célébrité. Non, mais je me dis, qui est celui qui a mis ce détecteur pour qu'à chaque fois que j'écrive, il est le premier à me répondre, à m'insulter? Mais j'en veux aux 150 000 qui me disent qu'ils m'aiment de ne pas tout de suite répondre « Hurrah, formidable, tu as raison !» ou alors de répondre à celui-là, mais qui êtes-vous pour faire ça? Et en fait, aujourd'hui, cette attitude de combat en ligne, cette attitude de combat positif, de fraternité, qui accueillerait, mais c'est très compliqué, « Oh, tu as bien voulu dire, gros con. Qu'as-tu vraiment voulu dire par ce mot-là? Ne souhaites-tu pas que nous rentrions dans une discussion plus ouverte ?» Et pourtant, c'est ça l'attitude qu'il faudrait que nous ayons. Pourtant, c'est celle-là qu'il faudrait qu'on ait. J'ai fait une expérience ces dernières semaines qui est, je vous la montrerai à quelques-uns, à chaque fois que quelqu'un m'a insulté pour de vrai, c'est-à-dire, mais salement, hein, parfois avec des photos, des montages, des trucs dégueulasses. Déjà, je signale, parfois je porte plainte, mais quand même, à chaque fois, je leur envoie un message direct, un DM, comme on dit dans Twitter, un message personnel que personne d'autre ne voit, juste lui. Et je dis lui parce que c'est très souvent des hommes. C'est aussi quelque chose peut-être à souligner. Et je leur dis, pourquoi est-ce que tu viens de m'insulter? Et alors là, quand même, hein, 3 fois sur 4, j'ai fait une dizaine de fois, il y a un vrai être humain qui répond de l'autre côté et qui fait « mais il ne fallait pas le prendre comme ça ». Quand même. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très dur ce qu'on vit au quotidien et vous êtes... et cet être humain qui vous parle de l'autre côté, en fait, il me rassure dans l'idée de fraternité. Donc, l'ouverture que je fais, je ne vous apporte pas de solution, mais comment l'État peut être une plateforme à la fraternité et en cela apportera une réponse à la laïcité, parce que la laïcité, c'est un deuxième... Elle a un autre problème, mais on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite. La laïcité, on a su la garantir par le droit, on a su la garantir par le haut, mais on n'a pas dit ce que c'était dans le cœur. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est pour eux, cette laïcité. Ils ont du mal à la définir, donc on ne la voit que comme cet objet dur et un peu froid qui arrive par le dessus. Et comme elle arrive par le dessus et par l'État, qu'elle s'impose à tous, elle est parfois incompréhensible. Mais moi, je suis certain que quand on définit ce que c'est que ce sentiment de l'autre par la fraternité, alors assez facilement, la laïcité devient une évidence et devient un impératif absolu. Et alors, Twitter pourrait être le plus grand diffuseur. Et un jour, quand on dira se faire twitteriser, ça voudra dire avoir eu un débat serein, équilibré, où les paroles auront été échangées. Puissiez-vous être entendu, cher Mounir Majoubi. Pour l'instant, évidemment... Pour l'instant... Twitter et les autres RS, les autres réseaux sociaux, c'est plutôt la citerne de la haine, une citerne difficile à contrôler de la haine. Et c'est évidemment la raison pour laquelle on vous a réunis aujourd'hui dans ce débat. Mais quand même un mot encore du secrétaire d'État, du responsable public que vous êtes. Raphaël le disait dans son exposé, il faut que ceux qui défendent en quelque sorte la possibilité d'un authentique débat démocratique, d'une authentique discussion démocratique, soient des combattants, soient des warriors. Est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement, hein, que les responsables publics, toutes générations confondues, portent suffisamment en oriflamme les valeurs de la République? Est-ce qu'ils sont suffisamment fiers de la République, de ses valeurs, ou est-ce qu'au fond, ils les défendent en rasant les murs? Ils en sont très fiers, ou en tout cas ceux auxquels je m'associe et au sein de ce gouvernement et de cette majorité à laquelle j'appartiens, elle est constitutive de ce que nous sommes et elle est la raison pour laquelle nous avons été élus. On discutait tout à l'heure, pendant que vous parliez, Raphaël, de l'idée que tout de même, cette capacité à penser de façon complexe les oppositions et à apporter des solutions construites était la raison pour laquelle même Emmanuel Macron a pu réunir autour de lui une majorité et être porté au pouvoir. C'est sa manière d'être, d'après ce qu'on dit, c'est sa manière d'être naturelle, c'est-à-dire philosophe, élève de rigueur, il est comme ça, il pense toujours mais plus que une ça, chose et son contraire. Il est dans le, comme on le dit vulgairement, dans le en même temps, il est capable de penser toutes les modalités d'un problème, c'est vrai ça ? Il est dans l'exigence de penser toutes les modalités d'un problème. Il n'est pas forcément dans le problème et dans son contraire. Mais lui, quand il voit un doute, c'est quand dans une salle, tout le monde lui expose la même chose et qu'il a l'impression qu'une partie du débat n'a pas été apportée. La pire chose qu'on puisse faire, c'est d'être certain de se priver
de la capacité à renforcer sa propre opinion par l'expérience de l'opinion de l'autre. Et le président Macron nous invite tous au quotidien à aller chercher cette autre opinion. Mais vous voyez bien que dans le quotidien, il est plus facile de caricaturer sa position. Et quand vous me demandez comment je trouve aujourd'hui la qualité de notre classe politique, regardez l'Assemblée nationale au moment des questions au gouvernement et posez-vous la question à chaque fois qu'elles sont posées. Est-ce que cette question qui est posée par ce député, elle apporte quelque chose au débat national ou est-ce qu'elle apporte une petite minute de célébrité pour ensuite la partager sur les réseaux sociaux? Est-ce que la question était véritablement une confrontation du gouvernement pour lui demander de démontrer, d'expliquer son action ou est-ce qu'elle était simplement là pour faire du bruit et couvrir la réalité? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis près de 9 mois, sur les 9 derniers mois qui viennent de se passer, on a plusieurs mois où il n'y a pas eu de débat national sur les questions profondes, c'est-à-dire sur la façon que notre gouvernement a d'utiliser l'argent public, c'est-à-dire que le débat il est positif quand les gens disent mais comment on dépense, vers où on va, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on est prêt à défendre et à prendre les bonnes décisions. Mais elles ont été recouvertes par d'autres sujets qui nous ont empêchés de parler du fond. Comment est-ce qu'on transforme la santé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a assez débattu de ce sujet-là? Pourtant, c'est quasiment un tiers du gouvernement qui est en train de faire cette grande réforme de la santé sur laquelle il faudrait qu'on passe notre vie à débattre, qu'à la maison on rentre et qu'on se dise « Toi, tu penses quoi de la dépendance? Est-ce qu'on devrait tous travailler quelques heures de plus pour… » Mais ces débats n'ont pas lieu et ce sont d'autres débats. Et ces autres débats ont été choisis par ce parti très minoritaire que vous avez désigné tout à l'heure. Et ce parti très minoritaire, le parti unanime, je ne parlais pas de la France insoumise, le parti unanime, celui-là couvre les débats essentiels. Et donc, non, ce n'est pas à la hauteur. Et je pense que nos sociétés médiatiques actuelles sont encore assez immatures par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes sont perdus dans ce nouvel équilibre du débat. Et que donc, ça ne passera que par une maturité collective, la maîtrise qu'on aura tous de ces réseaux, la maîtrise qu'on aura tous de la vérité, la maîtrise qu'on aura tous de la qualité du débat, qu'on y arrivera. Mais ça passera donc nécessairement par l'école et par l'idée qu'un citoyen de demain, c'est bien un citoyen qui va chercher ses sources, qui va s'informer, qui va construire, qui va débattre, mais qui finalement a toujours été le citoyen, mais qui est une nouvelle exigence aujourd'hui au regard du nombre impressionnant de lieux de ce débat ou de lieux de ce non-débat. Alors pour l'instant, Mounir Mahjoubi, l'horizon de la fraternité semble s'éloigner, et en tout cas, une partie de la France perd ses nerfs. Comment est-ce qu'on lui donne le sentiment, du point de vue de l'exécutif actuel, que la promesse démocratique qui avait surgi au moment de l'irruption d'Emmanuel Macron et du macronisme sur le devant de la scène nationale va être tenue, malgré tout? Si vous parlez des Gilets jaunes, c'est d'eux dont vous parlez? Non, c'était plus large que ça. Ah, vous parlez de toutes les contestations. Écoutez, alors quand un ministre dit ça, on a du mal à le croire, mais écoutez la parole du président de la République. écoutez ce que… Non, je caricature un peu, mais écoutez ce que Emmanuel Macron disait il y a quelques jours seulement. Quand un président de la République explique à l'antenne que nous devons être dans une posture plus humble, revenir à une posture de l'écoute permanente, sans jamais rien renoncer du combat de transformation, utiliser ce vocabulaire même d'un gouvernement humble, d'un président humble, c'est déjà faire ce pas essentiel dans le respect et l'écoute de l'autre. Mais donner à l'autre la capacité d'exprimer son désaccord, donner à l'autre la capacité d'exprimer sa colère parfois, recevoir sa colère, ne pas la ramener à juste un argumentaire froid. Quelqu'un qui est en colère face à vous, on ne peut pas juste lui dire « Non, 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 dites-moi quels sont vos arguments et j'y répondrai techniquement. » Vous êtes obligé de dire « Ok, tu es en colère, alors je vais la prendre, elle aussi, avec tout ce qu'elle a d'incertain, tout ce qu'elle a de vague, tout ce qu'elle a de dispersé. Mais donne-moi aussi des éléments pour comprendre ce dont tu as besoin. » Si on regarde les Gilets jaunes plus particulièrement, il y a deux choses. Il y a une partie de ces gens dans les Gilets jaunes qui ont une liste de revendications claires. Ce sont des gens qui roulent chaque jour plus de 2 heures en voiture et pour qui l'augmentation des prix du pétrole, sans trop savoir si c'est à cause de l'État ou de l'Arabie Saoudite qui joue sur les marchés ou des autres, mais ils ont juste vu plus 15%, et plus 15% quand on roule 2 heures par jour, c'est plusieurs centaines d'euros à la fin de l'année. Et quand on gagne 1 800 € par mois ou 2 000 € par mois, eh bien, c'est énorme. Et donc, ceux-là, ils arrivent et ils ont cette colère profonde. Puis vous avez une partie d'entre eux qui ont une colère diffuse. Et c'est ce qui est le plus dur pour un dirigeant politique, la colère diffuse. Parce qu'à part l'écouter, l'accueillir,
et dire maintenant il faut qu'on se donne l'ambition de créer un lieu en France où on est plus capable d'écouter l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui est dans le désespoir? Quelqu'un qui hurle en même temps, il faut baisser les taxes et les impôts, il y en a trop et je veux plus d'aide. C'est compliqué de répondre de façon froide et technique à ça. Et pourtant, il faut être capable de le recevoir. Donc c'est toute cette phase-là qu'on est en train de vivre ensemble, qui est un peu nouvelle, mais nous avons été élus par une grande majorité, pas par le parti unanime, on a été élus par la majorité des Français, et qui nous ont demandé de continuer de transformer. Et donc la parole du Premier ministre et du Président, et ce qui est attendu aussi du dirigeant politique, c'est de tenir le cap. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une équation nationale essentielle, tenir le cap en étant à l'écoute, en permettant à chacun d'exprimer ses oppositions, mais rappeler que le dirigeant politique élu démocratiquement est aussi celui qui doit avancer et décider. Et donc c'est ça qu'on va vivre dans les prochaines semaines, et c'est ça le fil sur lequel nous marchons, et qui est le plus dur et le plus beau, et c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est parce qu'on a cette vision de l'avenir pour la France et des Françaises et des Français, et qu'en même temps il y a la réalité quotidienne, et qu'entre les deux, eh bien, il y a la vie, il y a les hommes, il y a les colères, il y a l'amour, il y a la fraternité, et que ça, c'est quelque chose qui se vit. Je ne connais aucune société dans le monde où on a une élection, un plan, avec un plan d'action. Même les plans quinquennaux, le système soviétique dont vous parliez tout à l'heure, la seule façon d'obtenir le silence, le calme et l'obéissance, c'était la mort. C'est-à-dire qu'il fallait tuer régulièrement les paroles qui s'exprimaient. Et donc dans une démocratie, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut accepter l'idée que dans une démocratie, eh bien, entre deux élections et au moment où il faut dérouler ce qu'on a décidé de faire, eh bien, il va falloir certainement changer parfois, s'ajuster, quelques ajustements. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bon vent à vous, à votre action publique. Bon vent à la fraternité, bien sûr, puisque vous l'avez longuement évoqué, Mounir Majoubi, dans votre exposé. Et alors, avant d'entendre le grand rabbin de France, qui a sans doute plein de choses à nous dire sur tout cela et qui va, en quelque sorte, synthétiser les propos qui ont été jusqu'ici échangés, Rabbi Enthoven, c'est à toi. Merci, camarade. Il a déjà la barbe. Hein. Oui. C'est un début. C'est Pascal qui dit « Si vous voulez avoir la foi, agenouillez-vous et priez ». Je trouve ça formidable. Donc j'ai déjà la barbe. Non, juste un point, monsieur le ministre, parce que en fait, ce ne sont pas des individus qui composent le parti unanime. Quand on s'adresse au parti unanime ou quand on a affaire à lui, c'est la foule en chacun. Si, quand vous parlez à quelqu'un, vous essayez de dénoncer une opinion et il vous dit « Oui, mais toi, de toute façon, t'es comme ça. Et donc, de toute façon, tu penses comme ça. Et quoi que tu dises, de toute façon, tu dis ça. Et même si tu dis le contraire, ça prouve que tu caches ce que je sais que tu penses. » Vous n'avez pas affaire à un individu, vous avez affaire à une foule. Nietzsche a une phrase géniale. Il dit « Avant, le moi était perdu dans la foule. Désormais, c'est la foule qui est perdue dans le moi. » Et c'est admirable parce que c'est vraiment ça. C'est la partie grégaire de chaque individu. Et ces moments merveilleux que je vis comme vous sur Twitter, qui sont des moments extraordinaires, ce moment où quelqu'un arrive, déboule sur Twitter, vous traite de grand connard et que vous lui répondez civilement et que soudain vous vous apercevez que vous avez un individu, vous avez dégrégarisé la personne qui s'est adressée à vous. Vous aviez non pas un individu qui vous parlait, vous aviez une foule. Il pensait foule. Vous en êtes revenu à l'individu lui-même. C'est la raison pour laquelle le but de guerre, ce qu'il faut obtenir, la meilleure façon de conduire la guerre, évidemment, c'est d'obtenir de la part de la personne qui vous insultait, non pas qu'il soit d'accord avec ce que vous dites, mais qu'il soit d'accord avec le droit que vous avez de le dire. Qu'en gros, la conversation s'achève sur une poignée de main entre deux personnes qui chérissent leur désaccord au lieu de s'insulter pour cette raison. Et c'est la raison pour laquelle je voulais juste dire ça, après je me tais, sur le en même temps. Moi, je trouve le en même temps, je trouve avoir réussi à gagner la présidentielle sur un programme aussi complexe, sur un slogan aussi subtil que en même temps, est un exploit que je ne pensais pas possible. Je n'imaginais pas qu'on pût gagner sur une ambition complexe de cette façon-là. Je trouve que c'est un excellent signe, un grand signe de maturité démocratique de ce point de vue. Mais il existe aussi, parce que en même temps est vraiment, comme Pascal, hein, à la fin d'une vérité, regardez celle d'en face. Mais il existe un mésusage de l'en même temps, qui est un usage plus hollandien du en même temps, qui consiste à ménager la chèvre et le chou, si vous voulez. Et en gros, ma crainte, c'est que le en même temps qui porte l'intuition que personne ne détient la vérité, mais que nous pouvons faire cause commune pour faire avancer la République ou la démocratie, ne s'abîme dans l'idée que sous la maison commune LREM, on va faire cohabiter des antipodes comme Yacine Bellatar et Jean-Michel Blanquer, si vous voulez. Et ça, c'est dangereux.
Il y a un mésusage de l'en même temps qui, à mon avis, met en péril le parti naissant auquel vous appartenez. Voilà, je voulais dire ça, c'est pas une agression, au contraire, c'est vraiment une critique, mais je le pense profondément. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Mounir. Alors, le moment est venu, last but not least, de vous entendre, Raïm Corsia. Vous êtes grand rabbin de France, mais vous êtes aussi, par votre formation, votre trajectoire, un intellectuel qui a côtoyé d'ailleurs un certain nombre de responsables publics, d'hommes politiques. On connaît votre amitié personnelle avec Jacques Chirac, sur lequel vous avez eu sans doute une assez bonne influence. Mais oui, une assez bonne influence. What do you want to me? Go back to Paris? En tout cas, vous l'imitez presque aussi bien que certains humoristes de la radio. Mais alors, très sincèrement, justement, comment un grand rabbin de France peut-il aider à dédramatiser la situation de la discussion publique dans une France aujourd'hui qui semble plus excédée que jamais, pas seulement d'ailleurs par des colères sociales, mais par toute une série qu'évoquait Raphaël à l'instant de procès d'intention. Au fond, on est dans une société du procès d'intention. Comment la parole du grand rabbin de France peut-elle en partie déminer ce terrain surminé de la discussion publique aujourd'hui ? Bien. Bon, alors je ferme ma feuille parce que tout le monde a l'air de se contre-foutre du sujet. J'avais prévu un truc sur... Francis, le bon président du CRIF m'avait proposé un sujet sur liberté, égalité, laïcité. Les bons débats sont ceux où on déchire exact. la bon, feuille. Ben voilà, on laisse tomber. J'ai préparé plein de trucs, je les réutiliserai une autre fois. Mais donc je vais essayer de répondre à votre question, qui est une question essentielle. D'abord parce que c'est très compliqué de rester objectif quand on entend Raphaël. Oui, Rabbi Raphaël, parce que le Talmud dit qu'on doit faire une prière quand on finit un traité du Talmud, juste avant de commencer un nouveau traité, qui consiste à dire « Face éternelle que je ne ris pas de mes amis et que mes amis ne rient pas de moi ». Et le commentaire que j'en ai lu de mon maître, qui était magnifique, c'est quand on rit, on est complètement d'accord et on oublie de critiquer. Et donc c'était tellement formidable ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on oubliait de poser un esprit critique sur ce que tu disais. Alors justement, vous êtes un peu Rabbi Chaim de Volozhin avec son maître, le Gaon de Vilna, là, toute proportion gardée. C'est le Raphaël de Vilna. Mais qu'est-ce qui serait critiquable dans ce qu'il a dit, justement, si vous essayez d'exercer... En réalité, on peut dater ce qu'il a expliqué, qui est parfaitement expliqué, avec le principe du sondage. C'est le sondage qui a massifié les positions. Or, le sondage, c'est l'inverse, absolument l'inverse de ce que le judaïsme a toujours prôné. Et donc, pour répondre à votre question de savoir quel est mon principe est le suivant. D'abord, même si ça peut agacer sur les réseaux sociaux, je ne m'exprime pas sans arrêt. Vous êtes sur Twitter, vous ? Disons, je m'exprime sur Twitter. Le grand rabbinat est sur Twitter. Voilà. Et j'estime qu'on ne doit pas céder à une pression de 1, 2, 3, 10, même 100, même 1000 personnes. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que cette parole soit de niveau, une parole qui construit un possible pour ceux qui ont la charge de diriger le pays. Je n'ai pas vocation à m'exprimer sur tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Parfois, une parole discrète a plus de poids. Mais parfois, quand la parole discrète ne fonctionne pas, alors je pose une parole qui, par sa rareté, c'est Pilan qui avait théorisé ce principe de la rareté de la parole, par sa rareté, marque. Je me souviens d'un moment où, après le premier vote à l'UNESCO de la France, puis un deuxième vote qui me paraissait aberrant et pas conforme à ce que les dirigeants voulaient, mais qui semblait comme sorti d'un non-endroit, non pas un non-lieu, mais un non-endroit, chacun se rejetant la balle, mais comment on a pu voter ça? J'ai donc fait un texte un matin dans le Figaro, où d'ailleurs, chez les amis du CRIF, le soir même, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, disait qu'il endossait tous les mots de mon article. Pour Jérusalem, je ne me tairai pas. Puis, le ministre des Affaires étrangères avait dit la même chose à la Chambre, puis le Premier ministre de l'époque, puis le président de la République, à l'époque c'était François Hollande, une semaine plus tard chez Jean-Pierre Elkabbach, chez Europe 1 le matin. Une façon de poser un texte, des mots, sur lesquels chacun peut ensuite se prononcer. Non pas dans l'invective en disant c'est inadmissible, c'est un scandale, ça, il y a beaucoup de gens qui savent le faire remarquablement bien, mais en posant des idées. Et donc, moi, j'étais d'accord avec évidemment tout ce que disait Raphaël, sauf que tu cites un peu trop Nietzsche pour moi, mais ça, ça on se refait pas. Mais
pourquoi je suis d'accord avec ça? Parce que tout le C'est principe... quand même un Nietzsche cachère. Hein. Son Nietzsche à lui, c'est pas le Nietzsche de certains Nietzschéens français. Hein. J'ai du mal, je peux en témoigner. J'ai hein, du mal à segmenter la vie des uns et des autres, que ce soit des généraux, des philosophes ou qui on veut. Là, je suis KO. Vous m'avez fait KO avec votre réponse. Hein. Je devrais me mettre sous terre. Hein. C'est la honte. Hein. Pas du tout. Mais je dis simplement que, effectivement, on peut entendre des vérités, comme on peut les utiliser chez quelqu'un d'autre et les trouver chez quelqu'un d'autre, on les trouve. Et moi, ce que je voulais essayer de partager avec vous tous, c'est que finalement, ce qui fait parfois l'agacement dans nos communautés, quel est l'agacement? Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Moi, je plains le président du CRIF. C'est comment faire fonctionner un comité de directeur, des associations, dans les synagogues. Vous croyez que c'est facile? Vous paraissez surpris que tout le monde parle. On a l'habitude, nous, tout le monde parle dans les synagogues. Parce que la différence entre une synagogue et, je sais pas, moi, l'armée, lorsque j'étais aumônier des armées, c'est pas compliqué. Dans l'aumônier des armées, il y a un chef et tous les autres qui sont en dessous, c'est pas compliqué. Dans les synagogues, chacun est plus rabbin que tous les autres. Donc c'est très compliqué, surtout quand vous êtes rabbin. Et d'ailleurs, moi, le seul désavantage que j'ai en tant que rabbin, c'est que moi, je peux pas critiquer le rabbin. Alors que tous les autres, ils ont le droit de critiquer le rabbin. Ce qui est d'une injustice profonde. Mais revenons à ce principe-là qui peut surprendre, mais qui est ce que nous avons apporté aussi à la République. Le judaïsme a apporté cette culture du débat. Quand dans le Talmud, Rabbi Yochanan, par une parole malheureuse, fait que son condisciple avec lequel il débattait tellement, Resh Lakish, meurt, il est inconsolable. Et les autres élèves lui disent, Rabbi, t'es gentil, c'est bon, il est mort, nous on est là. Il leur répond la chose suivante. Vous, quand moi j'énonce une parole, vous me donnez 24 raisons pour me dire que j'ai raison. Lui, quand j'énonçais quelque chose, il me donnait 70 raisons pour me dire que j'avais tort. Et on construit beaucoup mieux la pensée quand on a la lutte pour défendre chaque argument. C'est ce qu'explique un sociologue incroyable qui s'appelle Christian Morel et qui a écrit un bouquin en 3 tomes, il en est aux 3 tomes, Les décisions absurdes, comment les éviter. Dans le tome 2, il prend comme exemple l'explosion de la navette spatiale. Et il dit, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y avait, juste un peu avant le décollage, il y avait une grande réunion où chacun des responsables, le responsable des tuyères, le responsable du carburant, le responsable des tuiles, le responsable de ci, de ça, se réunissent et c'est go, no go. Chacun dans son département dit la navette doit partir ou ne doit pas partir. Chacun savait qu'il y avait un problème, chacun se disait, moi je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure qui dit no go, l'autre va le faire. Et donc chacun dit go en se disant, le ministre va dire non. Mais lui il dit, mais pourquoi moi je vais passer pour le bouffon du truc qui a mal maîtrisé mon domaine? Lui il va dire non sûrement, donc lui il a dit go. Et on s'est trouvé à tout le monde à dire go. La petite histoire dit même qu'en réalité, il y en a un, celui des tuiles, qui hésitait, et ils ont passé toute la nuit à le convaincre qu'il fallait dire go, il a dit go. Bref. Et voilà. Mais Christian Morel explique cela en disant, le Talmud, Christian Morel, je ne pense pas qu'il soit juif à 200-300 générations, mais enfin on ne sait jamais, sur un malentendu, moi je ne veux pas critiquer. Et donc Christian Morel cite le Talmud en disant, le Talmud explique qu'un tribunal pour condamner quelqu'un à mort, c'est un tribunal de 23 personnes. Si 23, c'est pas compliqué, il y a 20 qui disent il est coupable, 3 qui est innocent, on le condamne, on n'en parle plus. Mais si les 23 condamnent la personne, il est innocenté. Parce que si dans une société, personne ne défend, même l'indéfendable, c'est la société qui a un problème. Et donc, cette façon d'encourager une pensée divergente, elle est essentielle dans ce que nous pouvons apporter. Nous pouvons apporter cela à l'ensemble de la société française. Et donc, le principe même qu'a énoncé tout à l'heure Raphaël, et sans ça que j'étais surpris, parce que je suis tellement conquis comme vous tous par ce qu'il expliquait. Souviens-toi comment une partie de la classe journalistique et politique se gaussait du candidat Macron qui disait dans les débats, vous avez raison. Et on disait, mais qu'est-ce que c'est ce bonhomme qui ne défend pas ses idées? Je suis d'accord avec vous. Bah, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit 2 + 2 = 4, c'est dur de lui dire non, vous avez tort, parce que de là où vous parlez, 2 et 2, ça ne fait pas 4. C'est difficile. Sauf que tout le monde considérait que c'est scandaleux, dans un débat, d'embobiner la personne en face en considérant qu'il pouvait avoir raison, puisque par nature, ils sont opposants. Et donc, dire qu'il a raison, c'est se moquer de lui. Juste une chose, pardon, parce que c'est très important, j'ai peur d'oublier de le dire, mais le geste pendant la campagne qui consistait à refuser qu'on siffle les adversaires. Il y a un lien entre les deux positions, entre le discours et la démarche. C'est la même chose que Trasimac. Trasimac est vindicatif
et il défend une thèse qui correspond à son comportement. Donc il y a un lien entre la thèse qu'on défend et la pratique qu'on conduit. C'est étonnant chez Macron. Je suis assez d'accord. Et donc, mon principe, il est que ce qu'apporte le judaïsme à la société, c'est cette capacité à discuter les choses, c'est-à-dire en fait à avoir une opinion divergente qui nous oblige à nous élever. Et le principe même, alors permettez-moi de revenir, non pas à toutes mes notes, mais enfin à ce que j'avais prévu d'expliquer, parce qu'il y a quand même une question. Quand on explique liberté, égalité, fraternité, et qu'on ne s'arrête pas là, et qu'on rajoute 3 petits points et laïcité, ça veut donc dire, dans l'énoncé même du problème, que le mot laïcité, le concept de laïcité, n'est pas dans le premier triptyque. Alors justement, pour moi, c'est faux. Pour faire reculer les unanimismes que nous combattons, que nous avons évoqués, que Raphaël a analysés, est-ce qu'aujourd'hui, il serait éventuellement souhaitable d'intégrer ou de penser à intégrer la laïcité à la belle devise républicaine, au triptyque républicain? D'abord, si vous rajoutez un élément à un triptyque, pardon, mais c'est plus un triptyque. Donc, et le Talmud dit, laissez-moi le dire en hébreu. C'est votre esprit logique. Non, c'est, si vous voulez, quelques années d'études qui m'ont permis de penser quand même que... Mais tout augmente dans la vie, donc j'imagine qu'il y a peut-être des triptyques qui passeront à 4. Mais le Talmud dit de manière magnifique, permettez-moi de le dire en hébreu, Kol amosif goréa. Quiconque ajoute, minore, abîme. Or, liberté, égalité, fraternité, j'ai profondément aimé l'interprétation du ministre, c'est qu'en fait, oui, liberté, égalité, chacun peut l'analyser, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il veut. Mais en fait, si on est dans liberté, égalité, point, c'est une France réduite aux acquets. Qu'est-ce que je peux prendre de la société? La fraternité s'oblige à donner. Je pense qu'on ira vers un engagement beaucoup plus fort et encadré, encouragé dans le domaine associatif. La fraternité, c'est, par exemple, aider les uns les autres, aider à consacrer de son temps. Par exemple, un truc simple, on a une nouvelle loi qui autorise à donner des jours de RTT à quelqu'un qui en a besoin. Dans mon entreprise, j'ai quelqu'un qui a besoin de jours pour s'occuper de son papa, sa maman malade. Je lui donne des jours de RTT. C'est une façon d'être fraternel. Ça ne coûte pas plus que les jours de RTT, que je pourrais certes monétiser, mais qui sont dans un principe de don. Et donc, on permet de mettre en œuvre, la fraternité. Mais pour moi, la laïcité est comprise, la véritable laïcité, elle est comprise dans le principe, dans ce triptyque de liberté, égalité, fraternité. Parce que, qu'est-ce que la laïcité? La neutralité de l'État, c'est 3 choses en réalité, 2 et demi, 3 choses. La neutralité de l'État, la liberté de pratique religieuse, et le fait que l'État, oui, l'État a besoin de ce que les associations ou chaque fidèle de chaque culte peut faire dans la mesure où ça produit du bien pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que quand vous aidez le Secours catholique, l'appel national de la Tzedaka qui débute aujourd'hui, donc autant leur faire un peu de pub, c'est aujourd'hui le début de l'appel national de la Tzedaka, vous allez être sollicités, répondons positivement à tous ces appels. Quand vous aidez le Secours protestant, le Secours musulman, quand vous aidez ou orthodoxe, bouddhiste, ce que vous voulez, quand vous aidez des citoyens et des citoyennes qui, sans ça, auraient besoin de l'aide de l'État. Donc on fait aussi quelque chose qui améliore la collectivité. Et donc l'État reconnaît ça. L'État le reconnaît de manière très simple, puisque vous êtes embastillé, si j'ose dire, chez nos amis des comptes publics, etc. C'est que l'État défiscalise les dons, une partie des dons aux associations cultuelles. Donc ça veut dire qu'il sait très bien que quand on donne de l'argent à une association cultuelle, quelle qu'elle soit, on améliore l'espace public. Et donc on a aussi une action positive pour le bien commun. En fait, le principe d'utilité est essentiel. Donc je ne vois pas pourquoi on rajouterait laïcité, parce que par principe, la laïcité est comprise dans la façon, je dirais même, il n'y a pas d'autre façon pour établir la liberté de pratique religieuse, l'égalité envers les autres, que la laïcité. Oui, mais quand même, pardon, en Angleterre, oui, mais depuis quelques années. Il n'y a pas la laïcité, pardon. Oui. En Angleterre, il n'y a pas la laïcité, je ne peux pas être roi d'Angleterre. Mais c'est pas que j'en meurs d'envie. Mais je ne peux pas être roi d'Angleterre parce que je suis juif. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, mais... Je suis juif, je ne peux pas être roi d'Angleterre. Je ne sais pas quelle est ta religion. Depuis quelques années... Musulman? Depuis quelques années... Tu peux pas. Il est musulman, oui. Eh bien, il ne peut pas être roi d'Angleterre. Oui.
Non, mais voilà pourquoi. Depuis quelques Notre années, principe, pardon, notre depuis principe- quelques années, la laïcité subit des attaques récurrentes et convergentes venant de différents milieux. Ces milieux qui sont liés, pour reprendre la catégorie philosophique de Raphaël Enthoven, au parti unanime. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette régression dans les esprits, de l'attachement à la laïcité? Et est-ce que ça peut suffire de dire, comme vous l'avez fait, mais ce qui est très bien, mais de dire, au fond, le triptyque républicain ne se comprend qu'en regard au principe de laïcité? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus affirmatif? C'est au quotidien qu'il faut le défendre. Quand j'ai vu vendredi et jeudi, j'ai passé beaucoup de temps pour, à Paris 1, une université qui est pourtant sympathique, bien installée, à peu près reconnue, plutôt célèbre dans le monde, qui va même s'installer à l'étranger, mais qui n'est pas capable d'avoir l'intelligence de comprendre qu'un examen qui a lieu vendredi à 18h est problématique pour la religion juive et que c'est une entrave lourde à la liberté de pratique religieuse. C'est l'article 31 de la loi de 1905. Si un jour on s'amusait à attaquer une institution, quelle qu'elle soit, qui empêche quelqu'un de pratiquer sa foi, on serait dans une situation compliquée. Donc j'essaie de discuter avec le prof en disant, écoutez, regardez au moins commencer vraiment l'examen à l'heure, parce qu'il a dit ça devait démarrer à 16h. Regardez, je rentre dans les détails, parce que je veux que vous compreniez les situations dans lesquelles nous sommes. Nous ne mettons pas un pistolet sur la tempe de la République ou quoi. Je dis simplement, quand il y a un examen qui débute à 16h et que Shabbat rentre à 17h, et que l'examen va jusqu'à 18h, au moins les petits ont une chance de composer, ils ont 1 heure, allez-y. Le prof dit aux petits, écoutez, 16h, ça veut dire que je vais installer les élèves, j'arrive après, je serai un peu en retard, donc on démarrera vers 16h30, ce qui n'est pas du tout la même logique. Je lui explique ça. Et il me répond, c'est un prof d'université de haut niveau, probablement très sympathique d'ailleurs, vraiment très sympathique, qui me répond, mais non, la laïcité, on ne parle pas des questions religieuses. Mais ce n'est pas du tout ça, ça s'appelle de l'athéisme. Donc il faut au moins s'entendre sur les mots, parce que si vous mettez liberté, égalité, fraternité et laïcité, alors certains vous diront, mais qu'est-ce que la laïcité? Aujourd'hui, il faut le dire, il faut le déplorer. 3/4 des gens comprennent laïcité, c'est pas de religion, mais pas de religion, ça a un nom. Dans l'Empire communiste, ça s'appelait l'athéisme d'État. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en France, ce n'est pas ce que nous voulons. La laïcité implique l'existence de religion, l'existence de pratiques religieuses, et pas uniquement l'existence de pensées religieuses, l'existence de pratiques religieuses qui se combinent avec l'intérêt public. Mais ne croyez pas que nous soyons des fous furieux absolus de notre pratique religieuse. Dans tant et tant de domaines, on a le principe énoncé par le Talmud, la loi de l'État à force de loi, et on respecte cela à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, je ne pense pas qu'il faille minorer la force de la laïcité qui se retrouve dans tous les interstices de la République, et y compris dans les interstices du triptyque républicain, parce que le rajouter serait dire qu'il n'était pas compris dès le départ, et il n'est pas question de penser une France sans la laïcité. J'ai même la faiblesse de croire que la France est laïque depuis, attention, Raphaël va hurler, va monter au plafond, depuis 496, c'est-à-dire depuis que Clovis a eu l'intuition incroyable de se faire baptiser, mais sans inviter le pape. Parce que inviter le pape à son baptême, ça voulait dire passer sous les fourches caudines du pouvoir temporel du pape qui était très fort à l'époque. Et c'est là que Rémy, Saint Rémy, l'évêque de Reims à l'époque, mon collègue, puisque j'étais rabbin de Reims, enfin pas à la même époque, pas à la même époque, mais un peu, Rémy a une intuition incroyable. Il est visité la nuit par le Saint-Esprit et qui lui amène le Saint-Crème. Il a le Saint-Crème, amené par le Saint-Esprit. Et comme dans le top 50 catholique, je crois que le Saint-Esprit est au-dessus du pape, je crois qu'il y avait le père Coudray que j'ai vu tout à l'heure, non, je l'ai vu, il est là, ça doit être ça. Voilà, le père confirme, moi je parle, voilà, donc le Saint-Esprit est au-dessus du pape dans la hiérarchie, et donc il dit, puisqu'on a le Saint-Esprit qui nous amène les Saint-Crème, on n'a pas besoin du pape, et donc il n'invite pas le pape, et il se baptise par Rémy. Parfait. Regardez ce qui se passe. Il invente donc un système où la foi est présente, je dirais dans une terminologie plus contemporaine, la transcendance d'où qu'elle vienne est présente, sans passer sur les fourches caudines du pouvoir temporel des religions, quelles qu'elles soient. Et donc c'est exactement le principe de laïcité, qui est donc consubstantiel à la France, même s'il a été établi, défini, encadré par la loi de 1905, qui est une loi de liberté, qui est une loi d'apaisement. Et donc il n'est pas question aujourd'hui que cette loi d'apaisement, de liberté, devienne un enjeu majeur, ni pour l'inscrire ou l'inclure dans le triptyque, ni pour recommencer des guerres comme on a le don de savoir les faire en France. Mais comme nous avons tous deux expliqué, tous trois même, expliqué que c'est le grand bonheur de la France d'encourager ce type de grandes discussions, on ne va pas s'en plaindre. Il n'empêche, pour conclure
sur cette question qui me paraît vitale, enfin, vraiment vitale, c'est que la difficulté, c'est de résister à la pression de l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est quelque chose d'assez ambigu parce qu'on a besoin pour engager les mouvements, pour engager des transformations, il y a besoin que l'opinion publique suive. Mais en même temps, quand on est en responsabilité, on doit accepter de ne pas être suivi par l'opinion publique. Et pour ça, puisque tu as parlé de guerre, laissez-moi conclure en citant un grand penseur qui n'est ni juif, ni musulman, ni catholique, ni protestant, Sun Tzu. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, explique la chose suivante. C'est qu'il dit, et ça pourrait être une grande réflexion pour le pouvoir actuellement, et pour chacun et chacune de celles et ceux qui sont en responsabilité, où que ce soit, y compris pour le président du CRIF. Quand on veut... Sun Tzu raconte que l'empereur le convoque et lui dit « Explique-moi comment doit marcher une armée ». Il dit « C'est pas compliqué. Vous allez voir, il prend toutes les concubines de l'empereur, il les rassemble, il les partage en 2 camps, il met 2 chefs, les préférés de l'empereur, sur les trucs, et il leur dit bah, vous allez apprendre à marcher à droite. Quand je vous dis à droite, vous allez à droite. Quand je vous dis à gauche, vous allez à gauche. Vous avez compris, oui. Il leur dit à droite, elle ricane. Il leur dit à gauche, elle ricane. Il dit quand les ordres sont mal compris, c'est qu'ils ont mal été énoncés. Et il leur réexplique. Quand je dirai à droite, vous direz à droite. Quand je dirai à gauche, vous direz à gauche. Il leur dit elle ricane. Il dit quand c'est mal compris, c'est mal expliqué, il réexplique une 3e fois. Elle ricane à nouveau. Et là, il dit, si les ordres ne sont pas accomplis, alors il faut de la fermeté. Il appelle le bourreau, il dit, tuez-moi les 2 chefs des 2 groupes que j'avais fait. L'empereur lui dit, attends, calme-toi, attends, c'est mes concubines préférées, attends, j'ai compris, elles ont compris, tout le monde a compris. Ah non, non, il lui dit non. Lorsque le général est sur le champ de bataille, il ne reçoit plus les ordres de l'empereur. Et il fait exécuter les 2 concubines préférées. Il remet à la tête des groupes 2 nouvelles chefs. Il leur dit, je vais vous réexpliquer. Quand je dis à droite, vous allez à droite, quand je vais à gauche, je vais à gauche. Et bien, vous savez ce qui s'est passé ? Quand il a dit à droite, elles sont à la droite, et quand il a dit à gauche, elles sont à la gauche. Moralité. Oui, il faut expliquer les choses, mais à un moment, il faut de la fermeté. La fermeté. Et quand tu parlais tout à l'heure, c'est en ça que j'étais moyennement d'accord, quand tu parlais tout à l'heure de la lutte sur Internet, il faut de la fermeté. Parce que le débat, le dialogue, c'est important, c'est essentiel, Sun Tzu nous l'explique. Mais à un moment, il faut de la fermeté. C'est-à-dire que, brusquement, les GAFA ont commencé à penser un peu différemment. En gros, ils pensaient jusqu'à maintenant, amusez-vous, faites des lois, hurlez tant que vous voulez, peu nous en chaud. Mon ami est supposé, on parlait tout à l'heure, aurait dit différemment, mais peu nous en chaud, ça ne nous importe pas. Pas du tout. Le ministre est venu, a proposé d'aller voir ce qui se passait, tu me l'avais expliqué, voir ce qui se passait en Allemagne, où quand l'hébergeur est pris à diffuser, malgré lui en réalité, un élément raciste, antisémite de haine, il peut être taxé jusqu'à 40-50 millions. Eh bien, vous savez quoi ? Brusquement, ils ont mieux compris. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour la lutte contre l'antisémitisme. Tout est question d'engagement. À quel point nous sommes capables de nous engager. Et donc, il faut à la fois de la fermeté. Par exemple, est-ce que vous pensez que quand il y a eu une déprédation terrifiante d'un cimetière à Sarre-Union, 250 tombes ont été fracassées. Malheureusement, ce n'est pas encore réparé, c'est en train, mais ce n'est pas encore réparé. J'ai vu quelqu'un qui s'exprimait au nom du judaïsme dire « c'est dramatique à cause du nombre des tombes ». Alors je lui ai demandé, je l'ai appelé. Je lui ai dit « écoute, dis-moi à partir de combien de tombes c'est acceptable ?» Combien de tombes sont... Mais dis-moi, il doit y avoir un ratio. 250, c'est inacceptable. Combien tu veux? La moitié? J'ai fait un peu comme Abraham avec Dieu, si je peux me permettre. Jusqu'à 50 tombes, 20 tombes, 30 tombes, 10 tombes. La réalité, c'est que la fermeté, c'est pas une tombe, pas un geste, pas un acte, pas une parole. Et lorsqu'on a de la fermeté, comme le dit Sun Tzu, alors on peut expliquer et mieux expliquer. Et je crois que c'est ce qu'il faut, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Mais c'est un conseil pour nous aussi. Et moi, je céderai au CRIF de dénoncer les choses. On dit, voilà, il passe son temps à dénoncer. Mais c'est votre job, parce que vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour nous tous. Et mieux, pas que pour la communauté juive. Le CRIF le fait pour l'ensemble de la société française. Parce que quand, par exemple, un avocat à Marseille écrit des horreurs en disant que ceux qui voulaient assassiner le grand rabbin Obadiah Yosef, paix à son âme, c'est ceux qui voulaient assassiner quasiment un dirigeant du Ku Klux Klan, l'accepter en disant, bon, c'est des paroles, c'est rien du tout,
c'est d'une certaine manière être complice. Et moi, je vais vous dire en conclusion absolue de ma phrase, citant, puisque c'est le centenaire de la Grande Guerre, citant Peggy disait « Pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Ne soyons jamais des âmes habituées. » Merci infiniment, Raïm Corsia. Merci beaucoup pour ces très fortes paroles et cet appel péguiste à la fermeté républicaine. C'est fondamental aujourd'hui. Un grand merci, Raïm Corsia. Un mot de Raphaël, de Rabbi Raphaël, et un mot, pour finir, de Mounir Majoubi. Malheureusement, les meilleures tables rondes ont une fin, et là, il est un peu plus de 13 heures. Il faut que nous rendions l'antenne. Donc, quelques mots, Raphaël, et quelques mots, Mounir. C'est un retard réglementaire, mais pas davantage. Pire que les âmes perverses, les âmes habituées, c'est absolument magnifique. Il faut absolument que tu me donnes également la référence du passage du Talmud, où quand l'unanimité est totale, la personne est blanchie. Ça, c'est extraordinaire aussi. On en parle après, hein, vraiment. Juste un point, moi, sur la question de la laïcité, c'est un peu tard pour lancer le débat, mais je voudrais quand même le dire. Il existe une laïcité. Je veux dire, on a beaucoup critiqué le président de la République quand il a parlé de radicalisation de la laïcité, dénonçant une laïcité combattante et agressive. Alors, il existe une laïcité radicalisée, c'est la laïcité qui est incarnée, par exemple, par le maire de Beaucaire, Julien Sanchez, c'est-à-dire qu'il veut supprimer les repas de substitution, si vous voulez. Là, on est dans une folie. Mais c'est surtout ce qu'on appelle une laïcité radicale, c'est la mise au service de l'idéal laïque. C'est l'idéal laïque mis au service d'un folklore, en fait, puisque l'argument de Julien Sanchez, c'était de dire en France, on mange du porc depuis Astérix, c'est-à-dire depuis 1959. Quand on est con, hein, pardon de le dire comme ça, mais il y a un moment, impose ton porc, il y a un moment, c'est... Enfin, donc il existe une laïcité vraiment problématique, ça c'est sûr. Enfin, une façon de la défendre qui est en fait une arnaque, puisque c'est la défense d'un folklore déguisé en défense de la laïcité. Il existe aussi, une ambiguïté sur la question de la laïcité, et c'est une ambiguïté, je crois, présidentielle sur la question de la laïcité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas éclairé là-dessus. C'est le discours quand Emmanuel Macron a parlé, c'était aux protestants, pour les 500 ans de la Réforme. Il a fait la différence, il a cité Ricoeur, ce qui, devant les protestants, était de bonne stratégie. Il a cité Ricoeur pour faire cette différence entre laïcité d'abstention et laïcité de confrontation. Alors, permettez-moi juste en 2 minutes, c'est vraiment important de le dire et de vous laisser la parole ensuite. Le président dit ceci, il dit Paul Ricoeur distingue laïcité d'abstention et laïcité de confrontation. Et en fait, Paul Ricoeur plaide en faveur d'une laïcité de confrontation et se méfie de cette froide, neutre, glaciale laïcité d'abstention. C'est en gros comme ça qu'il le dit. Or, dans le texte de Ricoeur, c'est pas ça. Ce que dit Ricoeur, c'est que la laïcité d'abstention, c'est le propre des représentants de l'État. Si vous êtes prof, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes dans une laïcité d'abstention, vous ne montrez rien de vos croyances. C'est bon. Et il dit ça. Il dit, Ricoeur dit l'État doit être neutre. Donc laïcité d'abstention désigne la neutralité spectaculaire de l'État, si vous voulez. Laïcité de confrontation, pour Ricoeur, c'est ce qui se passe dans la salle de classe. C'est la raison pour laquelle Ricoeur était hostile à la loi de 2004 sur le port des signes religieux. Ricoeur considérait que dans les salles de classe, on vient avec son petit moi-même, avec son bagage, avec son histoire, avec sa religion, avec son voile, avec son étoile, avec ce qu'on voudra. Et puis, une éducation bien faite fait que progressivement, on doit l'enlever, on finit par l'enlever. C'était le propos de Ricoeur, c'était sa réflexion. Le libéral Ricoeur considérait que la laïcité de confrontation était à l'échelle des élèves, pour le dire simplement, pour rester dans la salle de classe, alors que la laïcité d'abstention, c'est celle des profs. Mais à aucun moment, Ricoeur n'écrit contre la laïcité d'abstention. Il écrit contre l'hypertrophie de la laïcité d'abstention, c'est-à-dire l'extension de la laïcité d'abstention au domaine de la confrontation. Or, pardon, c'est un malentendu complet. Je veux dire, ce qu'on appelle l'extension de la laïcité d'abstention à des domaines où la laïcité doit être la laïcité de confrontation, si ce qu'on désigne par ça, c'est le fait, par exemple, que les religions se mettent à donner leur avis sur l'IVG, la PMA ou la GPA, pardon, je préfère un univers, je préfère une république où les religions se taisent sur des sujets comme cela, qu'un monde où les religions donnent leur avis sur ces questions-là. Ou plus exactement, que les religions donnent leur avis, oui, bien sûr, mais que cet avis soit jugé par la loi non pertinent en toutes circonstances, si vous voulez, bien sûr aussi. Ça n'est pas intéressant, ça n'est pas l'objet, ça n'est pas la question. Il y a là un débat, ce sont des débats éthiques, bien sûr, ce sont des débats éthiques où chacun peut trouver toute sa place, mais il y a un seuil au-delà duquel, si vous voulez, il faut distinguer le législateur du représentant d'une communauté religieuse qui donne son avis au nom de valeurs qui ne sont pas celles de la République, mais où elles ont leur place, tout simplement.
Alors, Merci pardon. beaucoup. Alors non. Vous êtes d'accord, Raïm? Ah, voilà. Enfin, on est en désaccord. Enfin. Parce que moi, j'ai la faiblesse de penser que, comme je le disais tout à l'heure, le judaïsme, comme le catholicisme, le protestantisme, l'islam, l'athéisme, l'humanisme, ont chacun à apporter quelque chose à l'État. Nous sommes à la République, à l'État. Oui, à l'État. Pourquoi? Parce que quand on entend Manuel Valls, qui avait dit cette phrase quasi prophétique, les Juifs sans la France ne sont plus les Juifs. La France sans les Juifs n'est plus la France. La France sans les Juifs, même chose aussi. C'est pas faux d'ailleurs aussi. L'un et l'autre sont vrais. C'est pas faux. Hein. Les Juifs sans la France, c'est un lapsus qui me ça, plaît c'est bien. vrai, hein. Et attention, les Juifs, c'est pas le judaïsme. Les Juifs, c'est pas le judaïsme. Votre inconscient sur-républicain a parlé, Raïm. J'assume aussi cette phrase. Je pense que il y a nécessité, je dirais obligation, que nous puissions nous exprimer. La seule différence que je fais entre ce que tu dis et ce que je pense, c'est que jamais, et j'échange avec les autres religions. D'abord, nous ne sommes pas d'accord entre nous, les religions, sur tous ces points dont tu as parlé. Donc, il n'y a pas de front des religions. Déjà, tu peux oublier l'idée. Premièrement, il n'y a pas de front des religions. Deuxièmement, se taire serait forcément exprimer cela différemment, ailleurs. Or, par exemple, la loi Leonetti, par 2 fois, a montré l'intelligence incroyable de Leonetti et de Claes, qui sont 2, parce qu'ils ont auditionné tout le monde, et que personne ne s'est senti trahi, personne ne s'est reconnu entièrement dans le texte, mais chacun s'est dit, j'ai instillé quelque chose, j'ai participé dans ce que je suis constitutif de l'esprit de la France, j'ai aussi construit et arbitré une part de ce que la loi va faire dans sa sagesse, c'est-à-dire la sagesse de la Chambre, du Parlement. Ensuite, tous ceux qui s'expriment, les groupes, les lobbies, les machins, etc., s'expriment tant qu'ils veulent. Et les religions aussi, parce qu'on ne parle pas que de religion, on parle aussi d'humain. Et en termes d'humain, on a globalement, sans vouloir frimer, 3500 ans d'expérience. Il y a 2000 ans d'expérience pour nos amis chrétiens, un peu moins pour les musulmans, mais ils se rattrapent rapidement. Donc, on a l'expérience de l'humain. Et cette expérience, on le partage. Je peux t'assurer que lorsque j'énonce le point de vue du judaïsme dans tant et tant de débats, que ce soit des commissions parlementaires ou tous les débats que tu peux imaginer, je suis bien sûr dirigé par la halakha, la loi qui me dit comment on voit les choses. Mais parfois, je suis dans une réflexion sur l'humain. Par exemple, tu parlais des GPA. La GPA, le principe, c'est comment la France a pensé la gratuité du don et l'anonymat du don, ce qui ne sont pas 2 notions halakhiques. Mais ensuite, je me mets sur la notion de loi, de capacité à se projeter, à ne pas être enfermé uniquement dans ce qu'on fait. Donc, tout cela, ça contribue à créer un ensemble de pensées. Et après, on s'efface face à la loi. C'est-à-dire que ensuite, on ne revendique pas un apport. Ben, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons dit ça. C'est la loi, c'est-à-dire le Parlement dans sa grande sagesse, c'est-à-dire nous tous collectivement, l'ensemble de la nation, qui prend ce qu'on donne, ce qu'on apporte, et qui en fait quelque chose d'unique. Tu sais comment ça s'appelle? Et je tiens beaucoup à cet exemple, ça s'appelle un creuset. Le creuset des idées, j'y crois, parce que c'est le nom de la France en hébreu, qui s'appelle Tsarfat. C'est le creuset dans lequel on met des métaux différents, des idées différentes, des visions différentes. On touille, tu vois, on touille, et à la fin, on a un alliage unique. S'il manque un seul métal, celui des juifs, des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des animistes, des humanistes, s'il manque un seul métal, ce n'est plus cachère. Et moi, j'aime que ce soit cachère. En tout cas, merci. Merci Raïm Corsia. Aujourd'hui, je crois que cette première séance plénière, on verra ce que dit Francis Khalifa, mais cette première séance plénière, elle a été un tsarfat. Hein. Elle a été un alliage de visions complémentaires et passionnantes. Un grand merci encore une fois à vous, cher Raïm. Les mots de la fin, il faut bien conclure, je suis désolé. Les mots de la fin, c'est Mounir Majoubi. On le remercie encore d'être venu au CRIF et on lui souhaite bon courage pour son action. Et on remercie aussi et on félicite notre ami Rabbi Enthoven, Raphaël Enthoven, de ses analyses. Voilà. Alors, les mots de la fin seront très courts puisqu'on a pu échanger. Et je ne viendrai pas sur le débat que vous avez réouvert, Raphaël, et que nous avions ouvert avant de démarrer, mais que vous réouvrez en conclusion. C'est les passions françaises. Et je crois, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que vous êtes d'accord avec le président et qu'il est d'accord avec vous sur cette vision de la laïcité, et que vous aviez simplement tiré le fil et qu'il n'avait pas eu le temps de le tirer lui-même.
Sur ce que tu appelais le creuset, ce que j'appelais tout à l'heure la fraternité, elle a besoin d'un lieu. Alors, en langage jeune nouveau de chez moi, on dit l'État plateforme capable de créer les lieux de l'échange et du débat. Le creuset, c'est l'État plateforme, c'est cette idée qu'il existe un processus, un lieu, un endroit, une façon de partager, de s'unir et de créer du commun, de la réflexion commune, et en tout cas un lieu physique où on vit en commun et où on est heureux d'y vivre en commun. Profondément, j'appelle ça fraternité. Profondément, cet accueil-là, cette fusion-là, ce dialogue-là et cette production-là, elle est fraternelle et elle est belle. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, à l'heure de ce nouveau pouvoir, les Américains théorisent beaucoup en ce moment le New Power, ce pouvoir qui vient de partout, le creuset où on savait identifier les 10 qui participent à la constitution de cette parole commune, il pouvait être un petit creuset dans une salle. Le creuset de 2018, de 2020, c'est un creuset qui doit accueillir des millions, des centaines de millions de positions, de points de vue, d'expériences personnelles. On est rentré dans un moment de la vie où on s'affilie de moins en moins à une parole commune, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit associative, qu'elle soit dans les idées, qu'elle soit dans les sociétés humanistes. On diminue, on est en train de le perdre. Et je ne crois pas que l'alternative, ce soit la somme d'une diversité d'opinions qui s'empêcherait d'être d'accord entre elles. Mais que c'est ça qu'on a à créer avec Internet, et que pour ça, il faut qu'on en fasse le lieu de la fraternité, qu'on en fasse le lieu du partage, le lieu du débat. Je remercie Gilles Taïeb, Karima Mellal et Laetitia Via qui ont rendu un très beau rapport sur la lutte contre la haine en ligne, mais en fait qui n'est pas un rapport que sur la lutte contre la haine en ligne, puisque lutter contre la haine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est lutter contre le vide parfois, ou c'est satisfaire la jouissance de cette haine qu'on ne décrit pas. C'est comment on fait de l'espace numérique et des réseaux sociaux le lieu de ce dialogue positif, le lieu de ce dialogue qui se construit. Tu as donné l'exemple allemand avec cette sanction. Il n'est pas sans problème, ce dispositif, parce qu'à force de faire une très grosse sanction, que font les plateformes? Elles empêchent le dialogue, et donc elles sur-interdisent. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est le laisser-aller, c'est le laisser-faire. Et ça, c'est plus acceptable, et plus personne ne l'accepte. Le président de la République l'a redit cette semaine. Vous savez que maintenant que le rapport a été rendu, le Premier ministre a pris l'engagement, ce sera 2019, il y aura une solution qui sera apportée, et de type législatif et en France, parce que l'Europe a refusé d'avancer sur ce sujet. Donc on devra avancer en 2019 au niveau français. Mais la réponse, c'est le comment on fait opérationnellement pour qu'on puisse maximiser la parole de ces êtres libres en ligne, mais qu'on puisse de façon très efficace bloquer la diffusion de ces paroles de haine. Eh bien, ce sera à la France d'innover encore une fois. On l'a fait avec la laïcité à travers l'histoire. Et là, on est très regardé. Vous savez, il y avait 20 000 personnes à Paris pour la semaine numérique Internet Governance Forum. Le président de la République a fait un discours à l'UNESCO où justement il vient de poser les bases en disant c'est fini le Far West numérique et en même temps on ne va pas aller vers la dictature numérique et on ne va pas aller vers la parole limitée sur le numérique. Mais on va, cette année, apporter les règles. Eh bien, le monde entier nous regarde. Donc moi, je continue à vous dire merci au CRIF d'avoir mis la pression dans le débat public depuis 5 ans sur ce sujet. C'était très important. Et maintenant, l'engagement que je prends au nom de notre gouvernement, c'est qu'on va apporter des solutions, qu'elles ne seront pas comme celles des autres pays et qu'elles donneront cette garantie de l'efficacité et qu'elles permettront cette garantie qu'on a donnée de la liberté d'expression. Et je pense qu'on sera tous heureux de ça une fois que ce sera là. Merci à toutes et merci à tous. Merci Mounir Majoubi, on vous applaudit et bravo. Merci à vous. Merci cher Raïm Corsia. Merci cher Raphaël Enthoven. Et